Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la rétrospective de l'actualité de la semaine, Actu Hebdo, actualité dominée par les mesures de l'État dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la tenue du premier forum panafricain des médias. Deux sujets pour vous ce dimanche, avec d'abord Dr Ali Tunkara. Il est directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier a porté sur le financement du terrorisme au Sahel. Bonjour docteur. Bonjour Madame Bachili. Sûrement qu'il y aura d'autres ouvrages dans les prochains jours ou mois. Naturellement, au regard de la complexité de l'actualité des sujets qui brillent dans le Sahel, naturellement, les ouvrages sont attendus dans les prochains mois. Alors nous les attendons donc. Et docteur Daouda Ditougan Konaté, lui, il est membre de la commission d'organisation du FOPAM, le Forum panafricain des médias, premier vice-président de la Maison de la Presse et président de l'UNAJOM. Bonjour Konaté. Bonjour monsieur, madame Siraya Bachili. Alors le forum s'est bien passé? Le forum s'est très bien passé. D'accord, bienvenue à vous sur ce plateau. Nous commençons par la lutte contre le terrorisme, les mesures de l'État du Mali qui est donc à la traque des terroristes, avec cette annonce forte notifiée dans un communiqué indiquant des offres pour toute information menant à l'arrestation ou la neutralisation de chefs terroristes. Une mesure exceptionnelle qui met à prix la tête de terroristes et séparatistes. Ces individus sont activement recherchés parmi lesquels figurent Iyad Agali et Amadoun Koufa. Et selon les autorités, ces personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans la planification, l'organisation et l'exécution de plusieurs actes terroristes. Là-dessus, suivons ce commentaire signé Garibou Pérou et puis nous revenons pour en parler. Dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme et de restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, l'État malien a franchi une nouvelle étape en publiant une liste de 7 individus activement recherchés. Tous ont un point commun, leur arrestation ou leur neutralisation fait l'objet d'une récompense financière exceptionnelle. En tête de cette liste noire figure Iyad Agali, considéré par les autorités comme l'un des principaux responsables de la menace terroriste au Mali. Il est soupçonné d'être impliqué dans la planification, l'organisation et l'exécution de plusieurs attaques ayant gravement porté atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Toute information permettant sa localisation est récompensée à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Derrière lui viennent Amadou Koufa et Abdoulaye Mamadou Bekay Diallo de Nampala, dont les têtes sont mises à prix à 1 milliard 500 millions de francs CFA chacun. Al-Gabas Agintala occupe la 4e position de cette liste avec une récompense fixée à 1 milliard de francs CFA. Les 3 autres individus recherchés sont Seban Ag Itta, Bilal Ag Ashrif et Abdraman Ag Batna. Pour chacun d'eux, les autorités promettent une récompense de 500 millions de francs CFA en échange d'informations jugées fiables, pertinentes et exploitables. À travers cette initiative, les autorités maliennes entendent renforcer la coopération avec les populations et mobiliser toutes les sources de renseignements susceptibles de contribuer à la neutralisation de ces acteurs considérés comme une menace majeure pour la stabilité du pays. L'appel est désormais lancé. Les montants annoncés totalisent 7 milliards 500 millions de francs CFA. Reste à savoir combien de temps il faudra avant que ces récompenses ne produisent les résultats escomptés par les autorités maliennes. Sûrement qu'il y aura des résultats, docteur Ali Tunkara. L'État aux trousses des terroristes aujourd'hui, 2 milliards de francs CFA pour la tête de Iyad Agali. Ça rappelle le cas de Ben Laden. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mesure qui peut porter fruit? Naturellement, Madame Bachili, lorsque vous regardez avant d'arriver d'ailleurs au cas d'Iyad Agali, vous l'avez bien rappelé, on se souvient très bien avec les départements américains, notamment la cellule en charge de la lutte contre le terrorisme, Rewards for Justice, avait mis en son temps pas moins de 25 millions de dollars pour toute personne qui aurait fourni des informations pertinentes permettant
aux États-Unis non seulement de localiser Osama Ben Laden, mais dans le même temps de le neutraliser. On a aussi suivi dans la même foulée des sommes importantes avaient été aussi annoncées pour toute dénonciation permettant d'atteindre aussi à Ayman Zarqawi et d'autres figures. D'ailleurs, antérieurement, ces attaques terroristes, on se souvient que c'est pas une pratique nouvelle dans les conflits. Depuis le temps des pharaons, pour qui s'intéresse à l'histoire, pharaon face au prophète Moïse, appelé par les musulmans Moussa, avait effectivement aussi parlé des récompenses extrêmement élevées à ses collaborateurs proches, si ceux-ci parvenaient justement à mettre le prophète Moïse en difficulté. Donc pour dire que dans toutes les époques, les situations conflictuelles ont amené l'élite au pouvoir à réfléchir à des possibilités au-delà du seul renseignement collecté par les armées qui sont déjà à cet effet. Ces mises à prix sont des possibilités pour les différents États, justement, non seulement d'amener les populations à fournir davantage de renseignements, mais surtout de même fragiliser. Est-ce qu'on est en train de jouer sur les intérêts à ce niveau? Puisque ces groupes qui enrôlent les jeunes livrent des messages comme quoi c'est pour une idéologie. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre à nu les intérêts par rapport à cette question d'idéologie? C'est exact, Mme Bathily. C'est vrai que quand vous regardez un peu tous ces acteurs qui entourent ces leaders terroristes, on va se rendre compte qu'il n'y a qu'un nombre marginal qui serait engagé pour des raisons idéologiques. Or, beaucoup de lieutenants sont avec eux parce qu'ils seraient dans la recherche de la part du gain facile, ils seraient à la recherche d'un statut social beaucoup plus valorisant, ils seraient même à la recherche justement de certaines facilités ou de certaines largesses qui pourraient venir de ces groupes terroristes ou de ces leaders terroristes. Donc effectivement, par ces mises à prix, on pourrait non seulement démontrer que l'engagement dans cette nébuleuse terroriste est loin d'être idéologique, mais surtout d'amener les communautés qui, par endroit quand même, feraient l'objet de complicité, de se déchaîner, de ne pas avoir peur, de les dénoncer, mais surtout ces mises à prix vont acculer ces leaders terroristes à ne même plus faire confiance en leur environnement immédiat, mais surtout à être beaucoup plus prudent quant à la mobilité. Donc ce sont des stratégies qui sont bien nourries par le gouvernement du Mali, qui vont à coup sûr dans les mois, voire dans les années à venir, porter atteinte à l'intégrité de ces terroristes qui ont endeuillé quand même des familles militaires et civiles maliennes, voire au-delà. Est-ce qu'on peut dire déjà que l'État a déjà mis la pression sur ces groupes terroristes avec ces annonces-là? Ces annonces vont forcément réduire la mobilité, donc c'est une façon pour l'État effectivement de restreindre la mobilité de ces groupes. Mais dans le même temps, il y a quand même une pression sécuritaire qui a toujours été renforcée, mais elle est davantage depuis les événements de 25 avril exercés par les différentes unités de l'armée malienne. Ajouter effectivement ces dénonciations qui pourraient venir des renseignements humains, naturellement, on peut dire que la pression est à un niveau maximal. Alors, la stratégie a quel poids dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, concrètement? Concrètement, c'est tout ce qu'il faut retenir de ces différentes mesures en termes d'efficacité et de pertinence. Elles vont permettre surtout, comme je le disais tantôt, à ces groupes, à ces leaders terroristes, d'être très inquiets, de réduire leur déplacement. Parce que une des forces de ces groupes terroristes, c'est la mobilité, la rapidité avec laquelle ils font l'objet. Or, lorsque les têtes sont mises à prix, naturellement, ces différentes mobilités vont être revues à la baisse. Mais l'autre élément important dans le contexte des stratégies, surtout, c'est de dire également aux communautés, n'ayez pas peur, ce sont effectivement des entrepreneurs de la violence qui ne peuvent aucunement remplacer l'État en termes de prestations de services sociaux de base. Ce sont ces entrepreneurs de la violence qui font qu'aujourd'hui, vous avez du mal à accéder à l'eau potable, vous avez du mal même à vous mouvoir d'un point A à un point B, même à vendre vos animaux. Donc, tous
cela, c'est une sorte de gage d'assurance que l'État, à travers le gouvernement, donne comme ça aux communautés, et notamment frontalières, parce qu'on sait pertinemment que ces différents leaders terroristes sont très souvent signalés dans des localités frontalières entre le Mali et un certain nombre de pays voisins. Et en même temps, l'État, les autorités ont suspendu la circulation des motos de 125 cm3 et plus hors des grandes agglomérations. Et ces engins servent quand même de moyen de déplacement pour les groupes terroristes au Sahel. La mesure s'applique sur toute l'étendue du territoire national. Elle peut faire effet aussi? Les motos à force cylindrée constituent justement l'outil le plus redoutable pour les groupes terroristes. L'État est conscient effectivement de la nécessité d'avoir ces engins également, notamment dans les zones rurales, mais dans le même temps, pour aller au champ, pour aller au marché, pour participer à les différentes foires hebdomadaires, il faudrait que les populations vivent d'abord. Partant de ce constat, l'État avance l'hypothèse selon laquelle tous les éclaireurs de ces groupes terroristes, tous les forfaits perpétrés par ces groupes terroristes, tous les moyens de surveillance, de renseignement dont ces groupes terroristes font l'objet, ce sont effectivement ces motos qui ont permis à ces groupes terroristes d'endayer autant, d'empêcher les communautés à se mouvoir d'un point A à un point B. Il ne faut pas quand même occulter que ce sont des motos aussi, au-delà du fait qu'elles soient utiles pour les communautés riveraines, notamment celles qui vivraient dans le monde rural, elles ne sont pas majoritairement des douaniers. Or, on sait que les textes de la République avaient prévu à ce que les commerçants qui sont à l'origine de ces motos, que ces motos soient soumises à des tarifs douaniers. Mais malheureusement, beaucoup d'entre elles ont eu accès sur le territoire à partir de voies clandestines, donc dont l'État ne gagne absolument rien. Donc, pour dire que ces motos à forte cylindrée aujourd'hui sont à la fois une sorte d'infanterie légère pour le groupe terroriste. Ces motos, aucune action violente ne pourrait être perpétrée sans recourir à ces motos. Ces motos aujourd'hui, on a même du mal, en dépit de tous les drones qu'ont les différentes unités de l'armée, de pouvoir suivre une colonne de motos. Beaucoup d'experts... les identifier parmi les communautés? Beaucoup d'experts vous diront que parmi les engins les plus difficiles à identifier, à travers des moyens satellitaires, ces motos figurent également. Donc, au-delà de la nécessité que présenteraient ces motos pour les communautés qui vivraient dans le monde rural, il faudra qu'on s'interroge pour aller au champ, pour aller au marché, pour aller à l'école. Pour pouvoir se mouvoir, il faut qu'il y ait un État d'abord. Or, les événements du 25 avril démontrent à suffisance que ces entrepreneurs de la violence veulent mettre l'État aux abois. Quand l'État est aux abois, naturellement, on ne peut plus parler de communauté, on ne peut même plus parler de marché, on ne peut même plus parler d'école. Et je pense qu'au-delà de l'urgence sécuritaire, les gens doivent comprendre qu'attention, l'État ne va pas du tout prendre des mesures qui soient contre-productives. Avant que ces mesures ne soient prises, naturellement, il y a eu tout un travail. Ils vont à l'encontre des populations. Momentanément, mais ce sont des mesures qui sont temporaires, mais elles vont permettre justement à l'armée de circonscrire la menace. Une fois que la menace est circonscrite, naturellement, vous allez voir progressivement, ce sont des mesures qui vont connaître, si vous voulez, une sorte d'assouplissement. Ce sont des mesures qui pourraient même être carrément revues de manière tout à fait drastique. Tout à fait. Alors, M. Konaté, journaliste, vous avez entendu tout à l'heure parler de ces mesures de l'État par rapport à la mise à prix des têtes de terroristes jusqu'à 2 milliards de francs CFA, par rapport aussi à l'interdiction de circulation de motos de force cylindrée. Quelle est votre appréciation par rapport à toutes ces mesures? Est-ce que l'État a eu raison de prendre ces mesures aujourd'hui, à l'heure actuelle? Merci. Bien évidemment, l'État a raison de prendre de telles mesures parce qu'aujourd'hui, la mise à prix des têtes de ces terroristes aujourd'hui va motiver certaines personnes peut-être qui ne participaient pas à la traque de ces terroristes qui existent depuis 2012. Aujourd'hui, ces montants constituent une motivation aujourd'hui pour les éléments même de ces terroristes qui peuvent être amenés à être intéressés par ces sommes. Et donc,
il peut être motivé à trahir leur chef. Et c'est une très bonne stratégie parce qu'ils sont entre nous. Ils sont entre les communautés. Les montants sont si colossaux que les gens peuvent être intéressés. Donc c'est des jeux d'intérêt plus que d'idéologie, à votre avis? Absolument. Tout ce qui se passe, c'est vraiment des jeux d'intérêt. L'idéologie, ils vont faire des assassinats dans les villages où vous pouvez compter 4 à 5 mosquées. Ils ne viennent pas pour apprendre les gens l'islam. Ils viennent pour des intérêts. Et aujourd'hui, je pense que la population même est lassée de leur action. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se mouvoir comme ils veulent. Les gens ne peuvent plus mener leur activité agricole comme ils veulent. Et je pense que quelque part, aujourd'hui, cette mesure de l'État peut avoir son impact. Et par rapport à la circulation, à l'interdiction de circulation des motos de force cylindrée de 125 cm3, ça peut porter fruit aussi? Ça peut porter fruit. Le docteur Ali Tunkara l'a expliqué, puisque les moyens de déplacement, de prédilection de ces groupes armés, c'est ces motos. Ces motos sont des véhicules tout-terrain. Ils vont partout, les collines, ces motos sont capables d'amener ces gens-là partout. Et donc, aujourd'hui, si on arrive à limiter effectivement l'entrée de ces motos au Mali, si on arrive à restreindre la vente de ces motos, ça peut réduire considérablement leur mobilité. Et si ça réduit leur mobilité, ça donne un avantage aux forces armées maliennes de pouvoir les traquer. Et à ce niveau, la population aussi a un grand rôle à jouer. Quel peut être ce rôle des populations à aider nos forces armées à efficacement lutter contre le terrorisme, à votre avis? Le rôle des populations, c'est de dénoncer. C'est de dénoncer ces terroristes. Parce que comme je l'ai dit, ces terroristes sont entre les communautés. Ils vivent parmi les communautés. Et aujourd'hui, un appel est lancé à la communauté, aux populations de dénoncer ces gens-là entre nous parce que aujourd'hui, les gens ne peuvent plus mener leur activité. Et ça, c'est une réalité sur le terrain. Donc, l'appel qui peut être aujourd'hui lancé aux communautés, c'est de dénoncer ces terroristes. Et au finish, il peut même avoir quelque chose, comme l'État vient de le faire. C'est une façon de motiver ces populations à s'impliquer dans cette lutte contre le terrorisme? Une belle façon de les motiver. Une belle façon de les motiver à s'impliquer, à aider les femmes pour traquer ces terroristes. Mais l'autre point par rapport à la question des motos, c'est que ces motos sont rentrées dans le quotidien des populations. Et c'est une réalité. Nous sommes des enfants du milieu rural. Donc nous savons que les parents, ils font tout avec ces motos-là. Donc je pense que l'État doit penser à trouver une alternative pour permettre aux populations rurales de pouvoir se mouvoir, de trouver des moyens de déplacement alternatifs. Par exemple, les motos Jakarta, pourquoi ne pas les subventionner et permettre aux populations de pouvoir les acquérir à moindre frais et continuer à se mouvoir. D'accord. Alors, docteur Ali Tunkara, il y a la transformation de la nature des menaces aujourd'hui. On assiste à une multiplication ou bien à un nouveau visage du terrorisme. Comment vous l'observez en tant qu'analyste, en tant que spécialiste des questions sécuritaires? Qu'est-ce que nous devons comprendre là-dedans? Pour faire simple, Mme Bathily, si vous regardez les mutations en cours avec les groupes terroristes, quand on dénonçait dans les temps la duplicité d'un certain nombre des États ou des acteurs hostiles à l'État du Mali, les gens pensaient que nous étions plus nous étions trop complotistes, conspirationnistes. Mais il suffit de regarder de près, de manière sérieuse, les équipements qu'ont ces groupes terroristes. La facilité de les acquérir, des milliers de kilomètres traversés avec les mêmes équipements, naturellement, on va se rendre compte que le visage du terrorisme, il va largement au-delà du fait religieux qui avait été brandi pendant plus d'une décennie. Sommes-nous aujourd'hui en face des acteurs qui le disent clairement d'ailleurs, qui veulent non seulement si vous voulez, ébranler l'existant, donc renverser le pouvoir sur place, mais dans le même temps accéder au pouvoir et de l'exercer. Et d'ailleurs, il ne le cache pas.
pas dans les différentes sorties auxquelles ces groupes terroristes font l'objet. Donc le visage du terrorisme dans le contexte malien, il est un visage pluriel. Nous avons ces entrepreneurs de la violence. Il y en a qui sont intéressés par la pratique facile, il y en a qui sont engagés pour des gains politiques, il y en a qui sont engagés parce qu'effectivement ils ont un agenda autre que celui du Mali, il y en a qui sont engagés aussi, il faut quand même aussi le rappeler, ils ne savent même pas pourquoi ils y sont. Quand vous échangez avec certains déradicalisés, ils vous diront: monsieur, madame, moi, on m'a enlevé quand j'étais derrière nos animaux, ou on m'a pris quand j'étais avec ma charrette, je partais dans telle localité, en me promettant que non, ils ne me feront rien, de les suivre. Subitement, ils se retrouvent dans des camps d'entraînement. Donc, pour dire que le Mali est confronté à un phénomène qui est très complexe. C'est cette complexité, même du visage du terrorisme, qui fait que les réponses donnent souvent l'impression de ne pas pouvoir le contenir. Parce que le phénomène, il est complexe. Il est dynamique, il est interconnecté à d'autres facteurs. Parce que ne regarde pas seulement les terroristes. Ils agissent de concert avec des narcotrafiquants, ils agissent de concert avec tous ceux-là qui aident les candidats à la migration clandestine, ils agissent de concert avec ceux-là aujourd'hui qui ne veulent pas que le Mali ressuscite dans la marche qu'il a suivie. La marche souveraine. La marche souveraine opérée comme choix. Parce qu'il ne faut quand même pas l'occulter. Quand vous écoutez les déclarations fracassantes de certaines élites politiques extra-sahéliennes, quand vous regardez de manière de près certains ports dont ces équipements de terroristes transitent, et quand vous regardez d'ailleurs, ce sont ces mêmes acteurs qui le disent, l'apport dont ont bénéficié ces terroristes en matière d'utilisation des drones, en matière même de la pose des engins explosifs improvisés. Pour rappel, il y a 3 ans de cela, on n'avait presque pas de Maliens parmi les terroristes qui savaient poser les engins explosifs. Il y a 2 ans de cela, on n'avait presque pas de Maliens qui avaient une maîtrise fine parmi les terroristes de ces drones. Mais la question qu'on se pose en toute lucidité, quels sont les acteurs, les États qui ont facilité l'acquisition de ces compétences par des groupes terroristes? Ça voudrait dire qu'il y a des mains puissantes derrière? Ce ne sont même plus des hypothèses, ce sont des factuels, ce sont des faits. Il suffit de regarder de près. On a aujourd'hui, prenez juste l'exemple sur le Front de Libération de l'Azawad, qui a accepté publiquement de joindre le groupe de soutien à l'islamo-musulman, de combattre l'État malien. Au même moment, où si vous acceptez d'accorder vos plateaux à des acteurs qui agissent de concert avec les terroristes, qui ne les cachent pas et qui consignent de communiquer, naturellement, vous ne pouvez pas dire au même moment que vous luttez contre le terrorisme et que vous serez soucieux de l'avenir du Mali. Donc, pour faire simple, le nouveau visage du terrorisme dans le contexte malien, il va au-delà des frontières. Il faut que les Maliens comprennent cela, que les Maliens comprennent surtout que le terrorisme qu'on a aujourd'hui, il est tout sauf religieux. Vous ne pouvez pas, M. Konaté le disait tantôt, débarquer dans un village où l'islam est pratiqué depuis le premier siècle même de l'islam. Vous ne pouvez pas violenter des communautés rurales, les imposer ce qu'ils appelleraient de la zakat à des communautés qui peinent même à asseoir leur propre survie au nom d'un quelconque référence religieux. Vous ne pouvez pas justement, quand on est sûr avec les textes sacrés, où le Coran dit clairement qu'il n'y a pas de contrainte en islam et personne n'a le mandat d'obliger son prochain. Là, donc on ne peut pas aller à partir de tous ces textes et dire qu'effectivement le terrorisme dans le contexte malien, il est religieux. C'est plutôt un terrorisme économique, un terrorisme géopolitique, un terrorisme géostratégique et un terrorisme malheureusement aussi qui se nourrit à partir de certaines frustrations qui sont instrumentalisées à partir des dynamiques locales. Vous l'avez dit, ce sont des groupes formés, orientés avec des précisions. Alors la question de géopolitique et géostratégie oblige. On se pose cette question, pourquoi le Sahel et pourquoi le Mali?
c'est aussi compliqué, mais aussi simple. Compliqué, il suffit de regarder. N'oublions pas quand même que si, par exemple, l'élite au pouvoir, en toute objectivité, voulait faire comme les élites précédentes, de s'accommoder avec l'étranger, de s'accommoder avec toutes ces compagnies d'exploitation des ressources naturelles, naturellement, il allait vivre en toute opulence. Mais sauf que lorsque vous tenacez que vos ressources, vous profitez de vos ressources, lorsque vous voulez mettre en difficulté des entreprises qui ont passé des siècles à exploiter de manière flagrante vos ressources naturelles, lorsque vous voulez vous soustraire justement d'un dictat qui ne s'attendait pas à une telle soustraction, naturellement vous devenez une cible à abattre. Je pense que l'élite au pouvoir, elle est quand même victime des choix qu'elle a justement opérés et assumés vis-à-vis de certaines pratiques qui n'étaient malheureusement pas orthodoxes, qui n'ont pas servi au Mali. Vous ne pouvez pas quand même imaginer, Madame Bathily, qu'avec toutes ces ressources aujourd'hui, nous avons du mal à accéder à l'électricité. Avec toutes ces ressources depuis Kankou Moussa aujourd'hui, on a quand même du mal à avoir certaines accommodations, certaines facilités. Parce que pour tout simplement que des hommes et des femmes avaient accepté à un moment donné de l'histoire récente du Mali, justement, de fermer les yeux, d'accepter le jeu de l'autre, qui est extra-régional, afin justement de se maintenir au pouvoir. Donc je pense que d'où la dimension géopolitique de ces crises. Elles vont se manifester différemment, ces crises. Le Mali n'est pas le seul pays. Ce sont les mêmes manifestations qu'on observe au Congo, même si elles ont d'autres noms que le terrorisme. Ce sont les mêmes manifestations qu'on observe également en Centrafrique. Donc pour dire que lorsque vous voulez porter un coup dur à des intérêts des puissances économiques, n'oublions pas que les puissances, elles n'ont ni pitié, elles n'ont ni sentiment. Elles sont prêtes à recourir à tous les moyens possibles pourvu que ces moyens soient efficaces. Donc je pense que cette rupture avec ces dictats, le Mali est victime de cela. Et enfin, si vous regardez également pourquoi la dimension géopolitique est importante dans le terrorisme, nulle part les terroristes ne pourraient inspirer sans complicité. Pour preuve, lorsqu'ils sont acculés par les différentes actions de l'armée malienne, où ces terroristes prennent comme lieu de refuge, lorsqu'ils sont blessés, où se soignent-ils? Ces terroristes, au-delà de leur proximité anthropologique avec certains États, ce qui est naturel du point de vue géographique, on sait quand même pertinemment qu'il y a des visages découverts, il y en a qui sont accueillis, abrités par des pays voisins. Donc tous ces éléments ne nous amènent pas à exclure la dynamique locale, mais ces éléments sont aussi importants que la dynamique locale. De vouloir réduire le terrorisme uniquement à la pauvreté, à l'insuffisance de la prestation des services sociaux de base, à des pratiques collectives qui sont des facteurs aussi importants. Mais ils ne suffisent pas. Ces facteurs, on doit les mettre en dialogue avec ces facteurs externes qui me paraissent autant importants que les facteurs internes. Alors, docteur Tunkara, on a l'impression que ces groupes terroristes se créent au jour le jour, on en neutralise, ils en créent. Qu'est-ce qui explique ce fait, en deux mots? Naturellement, quand on regarde un peu les mobiles d'engagement, il faut quand même reconnaître que les différents prélèvements qu'ils font, notamment ce qu'ils appellent les ACAT, les Maliens ont quand même perdu en partie aussi les valeurs cardinales des terroirs. Comment vous pouvez imaginer en un seul instant que des citoyens du pays acceptent de dénoncer ou de donner les positions de différentes unités de l'armée moyennant une somme de 100 000 francs? Il semble-t-il, les valeurs familiales en termes d'éthique, la socialisation qui permet à l'individu humain malien, hommes et femmes, justement, de ne croire qu'à la conscience collective. Et ce sont des éléments aujourd'hui qui feraient défaut dès l'entité familiale, dès l'institution scolaire et par ricochet dans la rue également. Donc il est important aujourd'hui qu'on interroge comment les Maliens aujourd'hui, hommes et femmes, socialisés dans nos différents terroirs. Une fois que cette interrogation est posée, naturellement on peut comprendre le pourquoi d'une certaine légèreté face à l'ennemi. Alors Konaté, le terrorisme, il est médiatisé
médiatique aujourd'hui, on assiste à une désinformation, la psychose qui est créée sur les réseaux sociaux pour faire peur aux populations. Et quand les médias communiquent pour les terroristes, ça donne quel résultat? Merci bien. C'est vraiment dommage parce que ce n'est pas le rôle des médias. Ce front de la guerre informationnelle s'est clairement affiché quand les chefs d'État de nos pays ont décidé de prendre leur sécurité en main. En renvoyant ce jeu les forces étrangères qui étaient là. Depuis ce temps, on a constaté qu'il y a une montée en puissance de ce front de la guerre informationnelle. Ce n'est pas le rôle du journaliste de prendre parti dans un conflit et de faire des louanges de ceux qui font le mal. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas le rôle du journaliste. Et nous, au niveau de la maison de la presse, dès les premières heures où ils ont commencé à brûler la cité, à instaurer ce que certains ont appelé le blocus, nous avons mobilisé l'ensemble des faîtières. L'ensemble des faîtières, toute la presse malienne s'est mobilisée pour dire non, ce qui s'est dit n'était pas vrai. Ce qui s'est dit n'était pas vrai parce que ce n'est pas du journalisme. Ce n'est pas ce que nous avons appris à l'école. On ne peut pas être à 1000 lieues de Bamako et dire que Bamako était en train de tomber. Les terroristes sont aux portes de Bamako. C'était ce qu'on a appelé après le terrorisme informationnel. Parce que l'idée c'était d'amener les populations à ne plus croire aux autorités, dire aux terroristes allez-y, vous y êtes presque. Bamako va tomber. C'était une façon pour ces médias de dire aux terroristes défoncés. Je pense que c'est vraiment pas du journalisme et nous sommes peinés en tant que journalistes. C'est pourquoi dès ces instants, la maison de la presse a décidé de prendre la chose à bras le corps en mobilisant toute la presse pour faire face à cette guerre informationnelle qu'il veut nous imposer. Et préparer les populations à la désinformation pour qu'elles ne prennent pas les informations à la va-vite comme ça. Absolument, c'est le travail de tous les jours. Au niveau des faîtières, nous travaillons à vérifier les informations d'ici et ça et là sur le pays, des fausses informations. Il y a des médias qui se sont spécialisés dans la vérification des faits. Ils y travaillent tous les jours. Nous diffusons des messages appelant les populations à ne pas prendre comme de l'argent comptant toutes les informations reçues sur WhatsApp, Facebook et autres. Ce sont des fausses informations, ce sont des informations pour manipuler. Ce travail, il est continuel. Alors la transition est trouvée pour continuer à parler de la première édition du Forum panafricain des médias qui s'est achevé hier samedi. C'était du 3 au 6 juin 2026, organisé par la Maison de la Presse. L'événement a réuni des journalistes, experts et responsables de médias d'une dizaine de pays. Et parmi les panels de ce forum, celui consacré à la guerre informationnelle, le narratif souverain, la souveraineté numérique et l'espace médiatique audiovisuel en Afrique. Suivons ce qu'il en est avec Youssouf Diakité et puis nous revenons sur ce plateau. Le Forum panafricain des médias est un espace international de rencontres, de réflexion et d'analyse des défis auxquels les médias africains sont confrontés. L'un des objectifs majeurs, c'est de permettre aux journalistes africains de raconter l'Afrique. Les questions soulevées sont surtout en lien avec la formation professionnelle des journalistes, le défi de l'intelligence artificielle, le respect de l'éthique et de la déontologie, entre autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de producteurs de contenu, mais tous les producteurs de contenu ne sont pas journalistes. Et lorsqu'ils ne sont pas journalistes, souvent ils produisent des choses qui ne sont pas professionnellement irréprochables. Le grand problème, c'est vraiment de réguler tout ça. Pas dans le sens de réprimer, mais c'est de fixer un minimum de règles. La liberté de la presse suppose que le journaliste parle en toute liberté, dans les conditions définies par la loi, et que le narratif souverain veut que ce soit nous qui parlons de nous, que nous disions ce qui est important à savoir sur nous, comment nous voulons que nous soyons perçus, comment nous voulons que l'on parle de nous. Ça, c'est tout un processus et c'est mieux que nous-mêmes
nous-mêmes nous parlons de nous plutôt que ce soit les autres qui décrivent et qui décident ce qu'il faut savoir sur nous. Les participants qui sont venus d'Afrique et d'ailleurs, après avoir salué la bonne organisation du forum, apprécient positivement la pertinence des thématiques choisies qui cadrent parfaitement avec les réalités africaines. En période de crise, il faut prioriser, je pense, les médias locaux, les journalistes qui sont sur place et pas forcément les médias étrangers, et pour la seule et simple raison qu'il n'y a pas mieux pour raconter le vécu, mieux que ceux et celles qui l'ont vécu. Et nous savons bien que le Mali, l'AES est dans une autre mesure, on peut dire l'Afrique et le peuple noir, ils sont constamment en combat avec les puissances occidentales et étrangères. Et en ce sens, nous savons également que l'Afrique a des potentiels sans pareil. Tous sont unanimes que raconter l'Afrique par les Africains est une réalité qui s'impose au regard de l'évolution de la géopolitique. Certains intervenants ont d'ailleurs insisté qu'il faut mettre un accent particulier sur la valorisation des langues locales pour une meilleure compréhension de la population cible. Alors Konaté, il faut que nous-mêmes nous parlons de nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on donne l'occasion à d'autres de parler de nous. C'est important ? C'est important et je crois que c'est ce qui a amené la Maison de la Presse à initier ce forum, parce que nous avons fait le constat, l'Afrique est racontée par d'autres. Les nouvelles de l'Afrique sont élaborées ailleurs et diffusées. Nous sommes devenus des consommateurs de nos propres réalités, de nos propres informations. On s'est dit que ce n'était pas normal, c'était une entorse à la circulation normale de l'information. Il fallait que l'Afrique elle-même fasse son récit et l'impose aux autres, et non le contraire. Et donc c'est l'idée de ce forum qui a réuni près de 300 participants avec une dizaine de pays invités d'Afrique et d'ailleurs, puisqu'il y a un participant palestinien, il y a même un Italien parmi les participants, et le Maroc était le pays invité d'honneur avec une forte délégation. Donc l'idée c'était vraiment de mettre ensemble les journalistes, les acteurs des médias, pour qu'ensemble nous réfléchissions sur comment reprendre le contrôle du récit de l'Afrique. C'est ce travail qui a été fait pendant 4 jours au CICB. Je crois que ça s'est très bien passé. D'accord. Alors, il s'agissait d'unir les voix, comme c'était indiqué sur les affiches, et de renforcer les liens entre les médias d'Afrique. Le forum y est parvenu pendant 4 jours? Pendant 4 jours, le forum y est parvenu parce qu'on a réussi à réunir les voix. C'était le thème central, réunir les voix et renforcer les liens entre les médias d'Afrique. Et pendant 4 jours, les journalistes des pays de l'AES, de la dizaine de pays invités, ont travaillé ensemble sur 5 panels et 3 tables rondes. Ils ont travaillé ensemble, ils ont discuté. Ils sont parvenus à un document que nous avons appelé l'appel de Bamako. Il y a même eu à côté de ces travaux des panels, le networking comme on l'appelle en anglais, le réseautage. Beaucoup de journalistes des autres pays ont pu tisser des relations entre eux, des relations de collaboration, des initiatives de collaboration sont nées de ce forum. Donc on peut dire sans risque de se tromper que le FOPAM a été l'échange d'expériences, la transmission de savoir? Absolument, c'était vraiment un excellent cadre d'échange, de partage d'expériences et de transmission de savoir. Les journalistes maliens ont beaucoup appris de leurs collègues des autres pays invités. Je pense que c'est le lieu ici de remercier les autorités de la transition avec à leur tête le général d'armée Assimi Goïta qui vraiment se sont impliqués pour que nous réussissions cette organisation. Remercier l'ensemble de la presse malienne. Toute la presse malienne s'est mobilisée comme un seul homme pour ce forum-là. Ici, remercier également les délégations étrangères qui sont venues. Alors, la souveraineté informationnelle, c'était au cœur de ce forum, évidemment. Elle peut s'acquérir comment? Quelle est la clé pour cela? La souveraineté informationnelle, on peut l'acquérir.
On peut l'acquérir à travers la volonté politique des États. Cela a été dit avec insistance. Il faut que les États s'impliquent pour d'abord la mise en place de grands groupes médias. Il faut aller vers ça. Nous ne pouvons pas réussir la souveraineté narrative africaine sans l'existence de groupes de médias forts et indépendants financièrement. Donc, cela a été dit, et je crois que ça fait partie des éléments de l'appel de Bamako. On ne peut pas aussi réussir la souveraineté narrative sans formation. Il faut aller vers la formation aujourd'hui, renforcer les capacités des journalistes, intégrer aujourd'hui ce qui est en train de changer tous les domaines aujourd'hui qu'on appelle l'intelligence artificielle, intégrer l'intelligence artificielle dans le circuit de formation des journalistes, parce qu'aujourd'hui il ne faut pas avoir peur de l'IA, il faut intégrer l'IA dans notre quotidien, et je pense qu'il faut, ça a été dit au forum, il faut intégrer dans le cursus de formation, apprendre aux étudiants les IA, comment les utiliser. Je pense qu'en le faisant, ça va nous permettre d'avoir cette souveraineté narrative-là. Alors, c'est un lien entre l'éthique et l'IA. Comment ce lien peut être créé? Le lien peut être créé juste dans la formation, l'éducation aux médias. La façon de préparer les hommes des médias. Exactement. Parce que l'IA peut vous mener... Il peut vous induire en erreur. Donc c'est dans la formation qu'on va apprendre les hommes des médias à mieux utiliser l'IA, à faire en sorte qu'on ne soit pas dépendant de l'IA. À faire la part des choses. À faire la part des choses. Parce que l'IA ne peut pas faire un reportage, l'IA ne peut pas faire une enquête. L'IA est juste là pour aider. Juste là pour aider. Est-ce qu'on peut dire que c'est une recomposition géopolitique du journalisme qui se prépare? Sans doute, oui. Aujourd'hui, il faut s'y réadapter. Il faut s'y réadapter à cette nouvelle réalité. Le monde des médias est vraiment très évolutif et à grande vitesse. Aujourd'hui, il est important pour les médias du continent de se réadapter à ces nouvelles, à ces outils aujourd'hui qui sont des outils extraordinaires. Parce que l'IA est capable de vous produire un rapport en deux minutes. Donc c'est vraiment des outils, des opportunités à saisir, mais il faut former les journalistes en leur utilisation, et ça il faut commencer ce travail dès l'école. D'accord. Alors docteur Tunkara, vous avez suivi ces journalistes pendant les 4 jours derniers. Dites-nous, cette question de souveraineté informationnelle et le poids du narratif africain dans ce que nous faisons tous les jours, quel peut être l'intérêt de ce narratif africain? Il faut que nous-mêmes nous traitons nos informations. Il est important que l'on comprenne que le narratif aujourd'hui a presque le même poids que l'action militaire sur l'ennemi et même justement sur les perceptions. Pour rappel, quand vous regardez les événements du 25 avril passé, on a vu comment certains médias agissaient de concert avec les groupes terroristes. Ce sont eux qui donnaient les différentes positions où se trouvaient les groupes terroristes. Ce sont eux qui donnaient même le contenu des camps attaqués par les groupes terroristes. Ce sont eux qui annonçaient les premières victimes. Donc, naturellement, on va se rendre compte que vouloir dissocier cette exigence d'avoir un narratif sahélien, qui ne veut pas dire un narratif subjectif, mais lequel narratif il va davantage être en phase avec le réel qu'avec l'imaginaire, lequel narratif il va s'efforcer justement de se soustraire des agendas. C'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on prenne pour des naïfs. On a vu, je l'avais rappelé sur ce même plateau, en pleine crise en Irak, la chaîne américaine CNN avait procédé par des reportages sur les militaires américains qui n'aidaient pas le Pentagone en son temps. On a interdit à la chaîne justement de les diffuser. Vous n'allez pas me dire que les États-Unis ne sont pas dans la démocratie. Donc pour vous dire que lorsqu'un fait est tout à fait vérifié par le journaliste ou la journaliste, du moment où diffuser ces faits,
pourrait contribuer à grossir les rangs de l'ennemi au nom de la pondération, au nom de l'éthique journalistique. On ne doit pas le diffuser. Comme quoi on est humain, on est patriote avant d'être journaliste. Qui a vu un seul jour les cadavres de militaires américains en Afghanistan ou en Irak? Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de journalistes qui les suivaient. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des idiots. Mais c'est en Afrique que vous allez voir des militaires qui sont tombés sur des théâtres sensibles, diffusés par même souvent des médias à l'interne et d'autres médias extérieurs. Tout cela nous renvoie à cette nécessité, à cette urgence de créer son propre narratif, qui ne veut pas dire qu'on va s'isoler du reste du monde. Ça s'est fait dans toutes les grandes démocraties. L'autre élément important, il semble-t-il, ce qu'on a raison de le dire, on ne peut pas attendre de production de qualité à ces médias si des moyens ne leur sont pas donnés. C'est extrêmement important. Faire un reportage en période de crise, interviewer des acteurs qui sont engagés dans des environnements sensibles, demande des moyens extrêmement élevés. Donc, je pense que ces moyens doivent venir d'où, à votre avis? Ces moyens doivent d'abord être mûris, réfléchis à partir des praticiens eux-mêmes qui sont des journalistes, mais dans le même temps, l'accompagnement des États est indispensable. Toute la force qu'ont ces médias aujourd'hui, cette force, elle est plutôt corollaire, effectivement, aux différents apports qui bénéficieraient ces médias de la part des États souverains. Donc, il est extrêmement important, au-delà de tout sacrifice qu'on demanderait aux journalistes de consentir, que ces moyens soient également au rendez-vous. L'autre élément, M. Konaté l'a dit, la formation, elle est indispensable. Le terrorisme, beaucoup de journalistes qui sont aujourd'hui sur des plateaux, radio-télé, parlaient que sur sa journalistique, on ne parlait pas du terrorisme. Donc le phénomène, il est quand même nouveau. Il demande des traitements importants. Ne serait-ce que les expressions. Je dis souvent quand je suis en interaction avec les journalistes, par exemple, un journaliste qui va parler du djihad par exemple, qui va parler du salafisme, c'est compliqué. Il faut qu'il sache que l'expression djihad a quand même en islam au moins une soixantaine de connotations. Comment voulez-vous que monsieur et une dame en leur terme sachent que le mot djihad veut dire à la fois l'effort personnel, le mot djihad veut dire effectivement, même le fait de venir animer une émission, c'est aussi une forme de djihad sans que la personne bénéficie d'une telle formation. Donc je pense qu'il est extrêmement important de mettre l'accent sur des moyens à mettre à disposition, mais surtout que ces moyens soient aussi accompagnés par des formations extrêmement pointues et surtout régulières, parce que c'est quand même un phénomène mi-temps. Donc, lorsque vous êtes formé en courant 2026, d'ici à 2029, si vous ne suivez pas d'autres formations de mise à jour, vous risquerez d'être dépassé par les événements, parce que les événements eux-mêmes sont dynamiques, complexes et surtout très mi-temps. Tout à fait. Alors, Konaté, est-ce qu'il a été question du traitement de l'information en période de crise? Évidemment, il a été question du traitement de l'information en période de crise. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Tout à l'heure, vous avez évoqué la responsabilité du journaliste en temps de crise. Le journaliste, il est avant tout un humain, un citoyen. Et il est important pour le journaliste de considérer cet aspect-là, de considérer sa responsabilité sociale dans son travail. Moi, journaliste malien, un événement qui s'est produit au Mali, je ne peux pas traiter l'élément de la même façon qu'un média occidental qui n'est pas au Mali, qui ne connaît pas les réalités du Mali. C'est moi qui connais les réalités du Mali, c'est moi qui suis au Mali, et je ne peux pas traiter l'élément de la même façon. Ce n'est pas une question de remise en cause des principes du journalisme, mais c'est là la responsabilité du journaliste est engagée. Et cela a été abordé lors du forum. Il faut que les journalistes soient responsables dans le traitement. Les journalistes doivent promouvoir la paix et lutter contre l'extrémisme violent. Cela a été dit lors du forum. L'autre élément, c'est le financement. Vous avez évoqué d'où doivent sortir les moyens pour renforcer les médias. Effectivement, l'État a sa part de responsabilité. En tant que ministre de la Presse, vous me permettez de parler de cela. Depuis des années maintenant, nous évoquions l'aide à la presse qui répond aux abonnés absents. Les médias sont dans une précarité indescriptible.
Or, les médias font partie aujourd'hui de la solution du problème. Tout à fait. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, le front de la guerre informationnelle, il est là. Donc, si tous les moyens sont mis du côté de la lutte armée, et en oubliant les acteurs, voilà, il faut doter les acteurs de la presse aussi de ces moyens. D'accord. Ce message est passé. Les travaux ont été sanctionnés par l'appel de Bamako. J'ai vu au moins 19 points qui ont été inscrits à ce niveau. Même si on ne rentre pas dans tous les détails, qu'est-ce qu'on peut retenir comme appel de Bamako? Qu'est-ce que Bamako a décidé pour les médias africains? Bamako a demandé à ce que nous reprenons le contrôle du narratif africain. Il faut que nous soyons notre propre narrateur. Il faut que nous reprenions le contrôle du narratif africain. Et cela est d'autant plus important que si les médias africains se mettent ensemble, mettent en place des dynamiques de collaboration régionale, sous-régionale, nous pouvons relever ces défis. Parce qu'un événement qui se passe au Burkina, il y a un mécanisme de collaboration entre les journalistes maliens, burkinabés, nigériens, sénégalais, ivoiriens. Le message peut vite être relayé sur une plateforme qui va permettre à tous ces pays de dispatcher la nouvelle. Une sorte de coordination régionale de publication des informations. Et là, il faut que les États s'impliquent dans la mise en place de ces mécanismes de coordination régionale du média pour nous permettre d'imposer notre récit. Parce qu'il ne faut pas attendre à ce que les autres fassent le travail pour après que les journalistes sahéliens ou africains reprennent le travail des articles faits à partir de l'Europe. On a aussi parlé de la création des data centers, les bases de données. Nous ne pouvons pas parler de souveraineté numérique si nous n'avons pas de data centers, des centres de données où on peut nous-mêmes stocker nos propres données. Parce que si on parle de souveraineté numérique et que nos données sont stockées ailleurs, on n'est pas souverain sur ce plan. Donc cela a été évoqué avec force. Et, les États sont invités aussi à aider les médias à arriver à cela. On a parlé d'intelligence artificielle également, parce que je l'ai dit au début, c'est une opportunité aujourd'hui. On s'est dit, pourquoi ne pas faire en sorte que l'intelligence artificielle soit au service de l'Afrique. Et ça, on peut arriver à le faire en intégrant les langues nationales, en créant nos propres IA, nos propres intelligences artificielles. Donc, en intégrant les langues nationales dans les IA créées par nous-mêmes, ça nous permet aux populations de facilement comprendre ces outils-là. Okay, allez-y sur ce point et puis on va continuer. Oui, on a également parlé du modèle économique qu'il faut. Ce point accompagne un peu la mobilisation de fonds dont je parle au niveau des États. Il faut carrément un modèle économique innovant pour les médias. Aujourd'hui, cela est possible si on se met ensemble et que les États appuient les médias. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les GAFAM, Facebook, Google, TikTok et autres, YouTube, ce sont des plateformes qui consomment nos données, qui consomment nos informations et qui gagnent de l'argent sur ça. Et en retour, ils doivent nous donner quelque chose sur ce qu'ils gagnent avec nos données. Donc, c'est des plateformes extrêmement puissantes qu'un seul État ne peut même pas faire fléchir. Il faut que l'Afrique se mette ensemble pour essayer de faire en sorte que ces GAFA, ces plateformes puissent, en contrepartie de ce qu'ils gagnent, nous donner aussi quelque chose. Alors moi j'ai noté également cet appel aux institutions de formation, les écoles de journalisme et autres, d'adapter les contenus à nos réalités. C'est important aussi? C'est très important. Quand je parle d'intégrer les intelligences artificielles dans le cursus universitaire de formation,
ce qui a été dit, c'est très important parce qu'aujourd'hui, ce sont des outils indispensables aujourd'hui. Ce sont des outils indispensables. Et l'école des journalistes du Mali a déjà expérimenté cela. Je salue le directeur qui a réussi à établir un contact entre l'école supérieure des journalistes du Mali et un centre de formation marocain. Déjà, je pense que ce module est enseigné au niveau de l'école des journalistes. On a appelé les États africains à intégrer l'IA dans la formation des journalistes. Cela va nous permettre d'aller encore plus vite et d'imposer notre narrative. Alors, l'appel à l'action aussi, ça a été fait. Vous avez appelé à quelle action? L'appel à l'action, c'est vraiment appeler les États à faire de cette guerre informationnelle un enjeu stratégique. C'est important. Aujourd'hui, la guerre informationnelle, c'est l'information collectée et manipulée pour affaiblir un ennemi ou bien déstabiliser un État. Aujourd'hui, le Mali et les pays du Sahel sont victimes de cette guerre informationnelle. Donc, on a appelé les États à faire de cette guerre informationnelle un enjeu stratégique. On a appelé les organisations internationales aussi à aider, on va finir sur ça. À aider les médias à se mettre ensemble, à créer ce que j'ai appelé la dynamique régionale de collaboration. D'accord. Oui. Alors, vous sortez comment de ce forum? Rassurant? Nous sortons très rassurants. Très rassurants sur la base des propos tenus par le Premier ministre lui-même à l'ouverture. Le ministre des Affaires étrangères qui a eu une conférence de presse avec les journalistes étrangers. J'ai cru comprendre que les autorités ont pris conscience de la chose. La guerre informationnelle, le front de la guerre informationnelle doit être gagné par le Mali. D'accord. Et cela par les médias. D'accord. Alors, docteur Ali Tounkara, pour terminer, comment les médias peuvent s'imposer aux yeux de leur public en 2 mots? Rapidement, c'est d'être dans le réel et non dans l'officiel, pour dire que les médias doivent aller sur le terrain, comme d'ailleurs le métier l'exige, mais dans le même temps, qu'ils soient aussi des professionnels. C'est vrai que les métiers des médias sont devenus aujourd'hui une sorte de métier échappatoire. Or, qui parle des médias parle quand même d'une élite intellectuelle. Donc, c'est pas un métier accessoire. Être journaliste, c'est extrêmement important. Et enfin, je pense que pour rendre tout cela opérationnel, il est aussi la responsabilité de l'élite au pouvoir de prendre au même niveau d'exigence les médias, les armées, mais surtout aussi une diplomatie proactive. On ne peut pas soustraire la menace avec un environnement aussi hostile. Donc il est de la responsabilité de l'élite au pouvoir de faire en sorte comment pacifier avec l'ennemi, même si l'ennemi malheureusement il est en complicité avec des groupes terroristes, parce qu'il va aussi de la civilité au nom même du pragmatisme et même de la réelle politique. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Actu Hebdo s'arrête là pour ce dimanche. Merci à vous, chers invités. Alors, l'information continue tout à l'heure avec le journal de 13h qui sera donc présenté par Abdul Karim Kaba. Merci à vous, chers téléspectateurs, et bonne suite de nos programmes.